C'est parti, salut les gens, on se retrouve Lioma pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons continuer la série de vidéos Tana sur les cours de physiologie, le module de physiologie de la deuxième année médecine, toujours à la première unité, l'unité sur l'appareil cardio-respiratoire. Avant de commencer notre cours, on remercie, comme à notre habitude, les professeurs de la faculté de médecine d'Alger, plus particulièrement Dr Bain, pour être le fabuleux diapo de cours. Sans plus tarder, on peut commencer. Donc si tu te rappelles bien, la dernière fois, on avait entamé cette partie théâtre le module, on avait commencé la physiologie respiratoire avec une introduction. L'introduction à la physiologie respiratoire avait pour but de définir la respiration, de faire un rappel histologique sur l'appareil respiratoire et aussi donc de décortiquer les différents processus, les différentes étapes de la respiration. La respiration hydraulique, c'est le مجموع تاع les phénomènes, تاع les événements, تاع les mécanismes qui permettent à l'oxygène qui est présent في الهواء, dans l'environnement extérieur, يدخل داخل la cellule تاع الجسم تاعك. Une cellule qui a besoin de cet oxygène pour pouvoir produire de l'énergie, car le métabolisme aérobie, il يستعمل l'oxygène, est le métabolisme prépondérant et le plus utilisé dans l'organisme تاعك. Et on avait dit que cette respiration, باش نلحق l'oxygène هذاك la cellule تاعي, sachant que l'oxygène راهو في le milieu extérieur, on va passer par plusieurs étapes, par plusieurs processus. La première étape de cette respiration, c'est ce qu'on appelle la ventilation, la mécanique ventilatoire, qui n'est rien d'autre, si on veut la définir, que l'ensemble des phénomènes اللي يخلوا الهواء يدخل le poumon تاعي, يخلوا الهواء يدخل les alvéoles ولا يخرج justement من les alvéoles. Cette mécanique donc ventilatoire, on va l'étudier, fait le cours تاعنا, selon le plan تاع le cours. On va commencer par définir le cycle respiratoire. On va voir que cette ventilation, elle va se faire sous l'action وشنو d'un cycle. On aura deux étapes qui vont se succéder, donc on aura une action cyclique pour cette ventilation. Juste après, on va voir les notions des systèmes mécaniques actifs et passifs. Donc nous chauffons l'inspiration, première étape de la ventilation est un mécanisme actif, tandis que l'expiration est un mécanisme passif. نشوفوا وشنو هما les forces اللي يخلوا les différents phénomènes يخلوا justement l'inspiration تكون active ou l'expiration تكون passif. Quelles sont les différentes forces qui vont rentrer en jeu? La force motrice qui va être utilisée pour permettre l'inspiration, le fait est que ندخل الهواء les poumons تاعي. Elle va devoir s'opposer à plusieurs résistances, à plusieurs propriétés de l'appareil respiratoire. En fait, les résistances, on a des propriétés élastiques qui font référence donc à l'élasticité de l'appareil respiratoire, donc tu le poumon, tu la cage thoracique et tout. Et on a des résistances liées aux voies aériennes. Les résistances, tu l'écoulement de l'air à les parois, donc tu les voies aériennes. Ce sont les propriétés résistives de l'appareil respiratoire qu'on va aussi étudier pour mieux comprendre cette mécanique ventilatoire. On termine notre cours avec deux chapitres très importants. Le premier qui va parler des volumes et des capacités pulmonaires, les différents volumes d'air qui vont être mis en jeu au cours de cette ventilation, et les capacités pulmonaires qui sont donc les combinaisons de ces différents volumes. On va les détailler vers la fin de le cours. Et on terminera avec la définition de l'espace mort, les différents espaces morts. On en a deux, l'espace mort anatomique et l'espace mort alvéolaire, et les différentes ventilations qui peuvent exister en prenant compte de ces paramètres. Donc, on va commencer avec l'étude de ce cycle respiratoire. Qui m'a dit la ventilation, qui est le fait de faire rentrer ou de faire sortir l'air, va se faire selon un cycle. Ce cycle-là, il est composé de deux étapes, de deux phases. La première phase, c'est la phase d'inspiration. L'air va rentrer dans les poumons. Et la deuxième phase, c'est la phase d'expiration, où l'air va sortir des poumons. Le mouvement de l'air, l'écoulement de l'air à travers donc les voies aériennes pour arriver aux poumons, ou bien pour sortir justement de ces poumons, il est le résultat en fait d'un gradient de pression qui est du coup l'élément essentiel pour le déplacement d'un fluide de manière générale, que ce soit un liquide ou là de l'air. Toujours, un fluide va se déplacer d'un endroit où la pression est élevée vers un endroit où la pression est basse. Donc, pour pouvoir faire
s'écouler l'air, pour pouvoir justement faire déplacer هاد الهواء, on est obligé de créer un gradient de pression entre l'atmosphère et l'intérieur des poumons, c'est-à-dire les alvéoles qui vont composer le poumon. Si la différence de pression est en faveur de l'atmosphère, c'est-à-dire que l'atmosphère aura une pression supérieure à celle des alvéoles, l'air va rentrer. Elle a le gradient de pression. Si au contraire, le gradient de pression, la différence de pression est en faveur des alvéoles, c'est-à-dire que les alvéoles pulmonaires ont une pression tala'a à la celle de l'atmosphère, l'air va sortir et ça va nous donner l'expiration. Cette différence de pression, ce gradient de pression, va être créé par l'action des muscles justement respiratoires qu'on va détailler juste après. Le cycle respiratoire va durer généralement 4 à 5 secondes, ce qui correspond donc à une fréquence, la minute, de 12 à 15 cycles par minute. Bien sûr, ces mesures-là sont faites chez un homme adulte au repos, c'est-à-dire mais pendant l'activité physique, où bien sûr la durée et la fréquence va augmenter, va varier. Donc, comme on a dit, le mouvement de l'air à travers ce cycle respiratoire, à travers la phase d'inspiration et la phase d'expiration, va se faire grâce aux muscles respiratoires, avec des détails très importants à garder en tête. Lorsque tu respires calmement, il y a la respiration calme qui n'est pas forcée, qui est bien sûr un phénomène sous régie du système nerveux autonome, tu le fais sans y penser vraiment. Cette respiration calme, la phase d'inspiration, c'est une phase active. وعلاش active parce que ça va faire la contraction des muscles inspiratoires principaux. Alors, quels sont les muscles inspiratoires principaux? On va le voir le schéma. Les muscles inspiratoires principaux, on du coup le diaphragme et les muscles intercostaux externes. Qu'est-ce qu'ils vont faire les muscles? En se contractant au cours du coup de l'inspiration normale, l'inspiration qui n'est pas forcée, cette contraction va faire augmenter le volume de la cage thoracique. L'augmentation de ce volume sous le biais de trois dimensions, c'est-à-dire qu'on va augmenter la longueur, on va augmenter la largeur et on va augmenter le diamètre antéro-postérieur, c'est-à-dire l'épaisseur de la cage thoracique, le diamètre sagittal de la cage thoracique. L'augmentation de ce volume de la cage thoracique va me donner une augmentation le volume les poumons, et on va voir juste après que l'augmentation le volume va justement faire baisser la pression, selon une loi physique qu'on va détailler juste après. Ça va faire baisser la pression alvéolaire. Du coup, je vais créer un gradient de pression entre l'atmosphère et l'alvéole. Donc l'atmosphère aura une pression plus élevée que la pression alvéolaire. Et du coup, l'air va rentrer, ça va me donner une inspiration. C'est pour ça qu'on dit que l'inspiration est un phénomène actif, car c'est la contraction des muscles inspiratoires principaux qui va en être responsable. L'expiration, quant à elle, lorsqu'elle est calme, et on précise bien lorsqu'elle est calme, c'est un phénomène passif. Wesh, parce que c'est uniquement le relâchement les muscles inspiratoires principaux, donc le relâchement du diaphragme, le relâchement des muscles intercostaux externes, on précise bien externes, va faire revenir le volume de la cage thoracique à un volume initial. عاود رجعها لي le volume اللي كان قبل حتنقص le volume. تنقص le volume, tu vas créer une compression حتعبز على les différents على l'air اللي راهو داخل les poumons وداخل les alvéoles, ça va augmenter la pression et là le gradient de pression va s'inverser. La pression sur les alvéoles sera supérieure اللي حتصيبها في l'atmosphère, l'air va sortir. Et donc ça, c'est un phénomène passif qui ne du coup consomme pas d'énergie parce que c'est juste le relâchement musculaire du diaphragme et des intercostaux externes. Là, نبدلوا الهضرة au niveau de l'expiration, surtout la respiration profonde, la respiration forcée. Déjà, ou si ça au niveau de l'inspiration. Au niveau de l'inspiration qui est plus profonde, beaucoup plus forcée, on aura bien sûr la contraction du diaphragme et des intercostaux externes, c'est ce qu'on a appelé les muscles respiratoires, inspiratoires principaux, mais on aura aussi l'intervention des muscles inspiratoires accessoires. Yani zaïdin, ils vont aider le travail, ils vont aider pour faciliter le travail les inspiratoires principaux. Et les muscles inspiratoires accessoires, ce sont les muscles de la région cervicale, hein, les muscles au niveau du cou. Les muscles, on peut citer le schéma le sternocleidomastoïdien, le muscle le plus volumineux, le cou, et on a les squalènes par exemple. Les squalènes, le plexus brachial par exemple. Ces muscles-là, ils ont une attache sur le sternum, une attache sur la clavicule, une attache du coup sur la première côte. L'objectif c'est donc d'augmenter le volume de
c'est donc d'augmenter le volume de la cage thoracique en étirant ktar le sternum et ce qui a le four vers le haut. Ça va augmenter le volume de la cage thoracique encore plus et ce qui va faciliter donc l'inspiration en, euh, en accentuant le gradient de pression. Ça, c'est pendant l'inspiration profonde. C'est toujours un phénomène actif, mais on a donc une intervention supplémentaire d'autres muscles, les muscles inspiratoires accessoires. L'expiration maintenant, l'expiration qui te coûte forcée, quand je vais forcer l'expiration TAE, le but TAE, c'est de dégonfler les poumons TAE plus rapidement, plus vite, pour avoir une ventilation qui va être accentuée. Alors, l'expiration forcée n'est plus un phénomène passif, elle devient actif. Ouais, parce que je vais contracter des muscles qu'on va appeler les muscles expiratoires. Ces muscles expiratoires, ce sont principalement les muscles de la région abdominale, de la sangle abdominale. On peut citer le muscle transverse, on peut citer le grand droit ici, on peut citer les obliques. La contraction THOM va permettre de faire baisser la pression intra-abdominale et donc de faire, de faire augmenter donc le volume, enfin pardon, de faire baisser le volume de la cage thoracique. Ces muscles-là, ils vont être aidés par d'autres muscles, les muscles intercostaux internes cette fois-ci. La contraction de ces muscles intercostaux internes va quant à elle diminuer le volume de la cage thoracique. Donc, ces deux muscles-là, ce sont des muscles qu'on appelle les muscles expiratoires. Ils sont mis en jeu, ils vont être activés, ils vont se contracter uniquement lorsque je force l'expiration pour réduire le volume plus rapidement. Ça, c'est l'action donc des muscles respiratoires qui ont une action très importante au niveau de ce cycle respiratoire. Maintenant, qui m'a ces muscles-là, le but c'est de jouer sur le volume. Ils vont faire varier le volume de la cage thoracique et donc le volume du poumon. Mais l'AFSA qui va permettre à l'air de s'écouler, c'est le gradient de pression. Ce gradient de pression-là, il est justement influencé par le volume. On va voir ça juste après. Mais maintenant, quelles sont les pressions qui sont mises en jeu pour permettre la production du débit aérien, c'est-à-dire l'écoulement de l'air à travers les voies aériennes? On a trois pressions qui vont nous intéresser. La première, bien sûr, c'est la pression atmosphérique, barométrique. C'est la pression qui est exercée par les molécules d'air à l'extérieur de l'environnement, à laquelle le poids تحهم. Le poids تحهم au niveau de l'atmosphère. Cette pression-là, elle peut être quantifiée, et elle va varier à l'altitude. قد ما tu augmentes l'altitude par rapport au centre de la mer, قد ما la pression elle va baisser. C'est pour ça que les régions montagneuses qui تروح de l'alpinisme ou là je ne sais pas تروح des régions l'altitude تكون طالعة, automatiquement tu auras des difficultés à respirer. Ouais, tu as des difficultés à respirer parce que la pression atmosphérique تكون هابطة et donc tu as des difficultés à créer le gradient de pression avec la pression اللي تكون داخل les poumons. Cette pression-là, on l'a quantifiée au niveau de la mer, مستوى سطح البحر, et on l'a quantifiée à 760 mm de mercure. La deuxième pression, bien sûr, la plus importante, celle qu'on va faire varier, c'est la pression alvéolaire. C'est la pression, on va la définir comme étant la pression les différents gaz qui sont derrière les alvéoles, derrière les poumons تاعك. C'est elle qu'on va faire varier et c'est elle qui va nous donner le gradient de pression. Parce que là, on ne va pas pouvoir toucher à la pression atmosphérique. L'organisme تاعنا, on va jouer sur la pression alvéolaire. Donc, si la pression alvéolaire est supérieure à la pression atmosphérique, ça sera une expiration. الهواء حيخرج. Si, à l'inverse, la pression alvéolaire elle est inférieure là par rapport à la pression atmosphérique, l'هواء il va suivre le gradient de pression حيدخل وتصالي l'inspiration. Donc, cette pression alvéolaire, elle va varier à l'ahsab, justement, l'activité de l'organisme. Troisième pression qui peut être mise en jeu, c'est la pression qui va être mise sur les poumons, mais pas à l'intérieur, mais plutôt sur la surface des poumons. C'est ce qu'on appelle la pression pleurale. C'est la pression qui va être mise par la cage thoracique, par la plèvre d'ailleurs, avec ses deux feuillets, sur la surface du poumon. Cette pression, elle est importante car si elle est trop importante, elle va venir comprimer le poumon ou du coup, elle va تكرفصو. Si elle n'est pas importante, le poumon il va permettre au genou d'être distendu, il va permettre يوسع la surface تاعو. Cette pression-là, on l'a quantifiée et on a vu qu'elle est plus basse que la pression
atmosphérique. Elle est toujours plus basse que la pression atmosphérique. On l'a quantifiée à 756 millimètres de mercure au repos. Cette pression-là, ça c'est la valeur absolue de 756 millimètres de mercure. Mais pour faciliter l'étude de du coup ces pressions-là, pour faciliter l'étude de la mécanique ventilatoire, on va utiliser une autre notion qui va être la pression relative. Cette valeur relative à la pression TA, elle va considérer que la pression atmosphérique, qui est 760 millimètres de mercure, elle est égale à zéro. C'est notre référence. Elle doit le point de départ, ce sera la pression de l'atmosphère, 0 millimètre de mercure pour la valeur relative. Donc automatiquement, quand on va venir voir la pression alvéolaire et la pression pleurale, on va la définir ou mettre de la valeur تاعها relative à la pression atmosphérique. C'est pour ça que 760 c'est l'équivalent de 0. La pression alvéolaire qui manque, c'est elle qu'on va faire varier et donc la valeur تاعها va varier. Lorsque rani au repos total, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écoulement d'air, الهواء ما راهوش يدخل وما راهوش يخرج. Le débit aérien est égal à zéro. On va considérer donc que le débit aérien est égal à zéro, il n'y a pas d'écoulement d'air uniquement lorsque la pression atmosphérique, tout ça oui, la pression alvéolaire. Donc au repos, on va considérer que cette pression alvéolaire est égale à zéro. Bien sûr, c'est la valeur relative. Pour la pression pleurale qui est marquée, on la quantifie en valeur absolue. La valeur réelle, c'est 756 millimètres de mercure. Mais étant donné qu'on va utiliser cette valeur relative pour pouvoir quantifier et étudier mieux, enfin de la meilleure des manières possibles, ce cycle respiratoire, cette mécanique ventilatoire, on va utiliser une valeur relative qui est équivalent à donc 4 millimètres, moins 4 millimètres de mercure. Ou à parce que 756, elle est plus petite que la pression atmosphérique de 4 millimètres de mercure, donc on va lui donner la valeur de moins 4 millimètres de mercure. Elle est toujours inférieure à la pression atmosphérique ou parce que si elle était supérieure, elle allait comprimer le poumon TAE et ça risque d'entraver la fonction ventilatoire TAE. Donc, ces pressions-là, elles sont très très importantes et c'est elles que je vais justement faire jouer pour augmenter ou diminuer le volume du poumon à le volume de la cage thoracique. On va utiliser, du coup, on va définir une nouvelle pression, vu qu'on en a deux qui sont en rapport avec le poumon, la pression derrière le poumon et la pression à l'extérieur du poumon. La pression alvéolaire interne et la pression pleurale qui va s'exercer à l'extérieur du poumon. Donc, comme pour le système à haute pression, pour le système à basse pression avec le système artériel, on va définir la pression transmurale, la pression, les haddouz à travers la barrière, à travers la muraille, du coup, notre organe, notre structure. C'est ce qu'on va appeler la pression transpulmonaire. Cette pression transpulmonaire, elle n'est égale que à la pression interne, la pression externe, pression alvéolaire, la pression pleurale. Ça va nous donner 4 millimètres de mercure. Cette pression transmurale est très importante parce que c'est elle qui va me déterminer est-ce que le poumon il va se distendre, يعني حيتجعد, ou là on va le comprimer et du coup il va يتكرفص. D'accord? C'est l'équivalent de 4 millimètres de mercure. Si cette pression-là, elle augmente, elle va nous permettre d'élargir le poumon, de distendre le poumon, de n'ja'douh. Et si elle diminue et qu'elle devient, dans le pire des cas, négatif, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le poumon va être comprimé, ce qui est logique. Car on a une pression interne qui va pousser de l'intérieur pour élargir l'alvéole, car faites le schéma que tu es en train de voir, on a symbolisé les voies aériennes avec ici l'alvéole ou le poumon TAE, et ce qui va venir entourer, c'est la plèvre avec la cage thoracique. Donc ici, on a une plèvre viscérale, une plèvre pariétale, et entre deux, on a la cavité pleurale. Donc j'ai une pression interne qui va venir pousser de l'intérieur pour élargir et distendre le poumon et les alvéoles. Et j'ai une pression externe sur la surface du poumon qui va venir plutôt comprimer ce poumon-là pour باش نكرفسو. Et donc cette pression transpulmonaire, elle est très 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 importante et c'est elle qu'on va pouvoir modifier باش نلعب sur le volume du poumon ou باش avec le volume du poumon, il va me jouer sur la pression alvéolaire. Et si je joue sur la pression alvéolaire, je crée un gradient de pression, ce qui me permet d'avoir un débit soit sortant, soit rentrant. Alors, ça c'est ce que je viens de dire Douka. Donc l'air va s'écouler selon qu'il manque un débit
un débit qui est du coup régulé par le gradient de pression. D'une zone à haute pression, l'air va se déplacer de cette zone-là à haute pression vers une zone à basse pression. Tout est La régulation va se mettre du coup sur la pression alvéolaire. Si elle est inférieure à la pression atmosphérique, l'air va rentrer, donc inspiration. Et si la pression alvéolaire est supérieure à la pression atmosphérique, l'air va du coup sortir. C'est ce qui se passe pendant l'expiration. Maintenant, cette pression alvéolaire, on va la faire varier grâce à la variation du volume des poumons. Elle accepte une loi physique qu'on appelle la loi de Boyle-Mariotte. Cette loi de Boyle-Mariotte, qui est une loi physique que tu connais, même si tu la connais instinctivement, elle vient te dire que dans un verre, caisse, je mets un volume d'air bien défini, une quantité d'air ou une quantité de gaz bien définie, et que je lui ai donné un certain volume, un volume V1 de 1 litre, je vais observer une pression d'environ 100 millimètres de mercure par exemple. Ce qui se passe, on a remarqué que avec le piston, j'appuie sur justement avec le gaz, avec le verre, je suis en train de réduire le volume qu'il va occuper. Je l'ai réduit de moitié à 0,5 litres. La réduction du volume va faire que le gaz va être comprimé, il sera sous pression et donc la pression va augmenter. Bingo, c'est ça la loi de Boyle-Mariotte qui vient te dire que la pression et le volume sont liés. Une diminution de volume va me donner une augmentation de pression et inversement, si j'augmente le volume, la pression passe parce que le gaz sera moins comprimé. C'est ça la loi de Boyle-Mariotte et ça on va l'appliquer justement le cycle respiratoire تاعنا باش نفهموا كيفاش l'écoulement de l'air حيصرى. On commence avec l'inspiration. Le début de l'inspiration, avant le début de l'inspiration, on dit que on est à l'équilibre. La pression alvéolaire et la pression atmosphérique sont متساويين, c'est-à-dire 760 millimètres de mercure, ce qui est en valeur relative équivalent à zéro. Parce que la valeur relative, elle prend comme référence la pression atmosphérique. On dit qu'on est en apnée, ça veut dire qu'on ne respire pas. L'air ne sort pas, l'air ne rentre pas. On est en condition statique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de débit aérien, l'air ne bouge pas. Au début donc de cette inspiration, les muscles inspiratoires principaux, donc le diaphragme et les intercostaux externes, vont se contracter. Ils vont être stimulés par le système nerveux autonome et ils vont se contracter. Cette contraction va nous donner une augmentation du volume thoracique. Le thorax va يجعد. Je vais augmenter le volume du thorax. En augmentant le volume du thorax, ce qui se passe, c'est que je suis en train de tirer sur la plèvre تاعي اللي يتغلف لي les poumons. Donc, dès le thorax, il est en train de se يجعد et que la plèvre a été تجعد معاه, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, la pression qu'on va appliquer sur le poumon حتنقص. La pression pleurale, celle qui est en train de comprimer le poumon de l'extérieur. Et là, la pression devient plus négative. Qu'est-ce qui se passe? La pression transpulmonaire, qui est la pression transmurale, الفرق ما بين la pression alvéolaire مع la pression pleurale, elle va augmenter. Le poumon حيتجعد si cette pression augmente. Donc le poumon va augmenter de volume, j'aurai une expansion des poumons. L'expansion donc du volume pulmonaire va faire baisser, selon la loi de Boyle-Mariotte, la pression alvéolaire. Nzid le volume, la pression حتنقص. Et dans la pression alvéolaire, je vais créer un gradient de pression très important. La pression atmosphérique sera plus grande que celle au niveau des alvéoles. Bingo, الهواء حيدخل et on a un débit aérien qui va être la direction تاعو l'extérieur vers l'intérieur, c'est l'inspiration. Pendant l'expiration, c'est la même chose, mais ça en sens inverse. L'expiration normale, c'est un relâchement des muscles inspiratoires, donc une relaxation, une décontraction. Cette décontraction, donc du diaphragme et des muscles intercostaux externes, va faire quoi? Elle va faire revenir le volume thoracique à sa valeur d'origine, c'est-à-dire que le volume thoracique, on aura une rétraction de la paroi thoracique. Le volume qui ينقص, automatiquement, selon la loi de Boyle-Mariotte, qu'est-ce qu'on dit? On dit du coup, la pression qui va être appliquée, elle va augmenter. Et cette pression, c'est la pression pleurale qui s'applique sur la surface du poumon. Et si cette pression augmente, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de comprimer le poumon تاعي, la pression transmurale, elle va tahbot. Et qui tahbot, elle va revenir à sa valeur initiale.
كي تعاود تولي تهبط, je vais faire quoi? Je vais نهبط le volume pulmonaire. Il y aura une rétraction des poumons, donc le volume تاع les poumons حينقص. Selon la loi de Boyle-Mariotte, qu'est-ce qu'on dit? Une diminution de le volume va donc compresser les gaz TOA et donc faire augmenter la pression تاع les gaz. Donc la pression alvéolaire حتطلع, elle a déjà de la compression هذيك, et elle va me donner un gradient de pression qui cette fois-ci est en faveur des alvéoles. La pression alvéolaire est supérieure à celle atmosphérique. Bingo, le هواء il va pouvoir يخرج. Le هواء va sortir de la pression la plus haute vers la pression la plus basse, et donc c'est ça l'expiration TI. Ce phénomène-là, on peut le résumer très simplement avec le schéma. Donc ici, on a kiff kiff symbolisé notre voie aérienne avec ici l'alvéole ou le poumon terna, ça dépend comment tu considères ça, le mohem, qui va être mrelef par la plèvre. Donc plèvre par viscérale, plèvre pariétale, entre les deux j'ai la cavité pleurale, et donc j'ai mon schéma, bien sûr très très schématique. On a symbolisé du coup notre poumon et notre alvéole selon du coup plusieurs étapes, plusieurs stades. La fin ou ici à l'état d'équilibre, après l'expiration, avant l'inspiration, ici on est à l'équilibre, et ensuite ici au début de l'inspiration, vers la fin de l'inspiration, le D et le milieu de l'expiration. On a symbolisé ici vers la gauche, ou on a tracé du coup منحنيات اللي وراو لي la variation تاع les pressions, que ce soit la pression alvéolaire, la pression pleurale ici, et entre les deux, donc la différence mabiatum, c'est la pression transpulmonaire. Mais le تحت, on a symbolisé Internet, le volume respiratoire qui va sortir et rentrer au niveau des poumons. Donc, on peut résumer tout ce qu'on vient de dire maintenant avec le schéma. On va commencer ici, à la fin de l'expiration, l'inspiration TAE, comme on a dit, on est à l'équilibre. La pression atmosphérique, ici c'est en valeur relative, pardon, elle est égale à 0, alvéolaire qui est égale à 0, car la référence ternaire c'est la pression atmosphérique. On n'a pas de débit d'air, l'air parce que justement on est à l'équilibre. La pression pleurale ici, intrapleurale ici, elle est à moins 4 mm de mercure. Bien sûr, c'est sa valeur relative. Du coup, la pression transpulmonaire, tu fais le calcul, elle est égale à 4 mm de mercure. Ce qui se passe, c'est que avec le début de l'inspiration, on aura une contraction du diaphragme et des muscles intercostaux externes. Cette contraction va me donner une force musculaire, ce sera notre force motrice, qui va, comme symbolisé ici avec la flèche rouge, faire augmenter le volume de la paroi thoracique. Cette augmentation de volume de la paroi thoracique va me faire baisser donc la pression que la paroi thoracique a sur le poumon. Si je fais baisser à de la valeur, donc ici elle est devenue plus négative, moins 6, elle a baissé, je vais donc faire augmenter la pression transpulmonaire qui est égale ici à 5. Elle a augmenté. L'augmentation de cette pression transpulmonaire a permis donc d'élargir l'alvéole, d'élargir le poumon. Le volume du poumon Z. Et dès le volume Z, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que la pression alvéolaire, elle va diminuer. La diminution de cette pression, à la loi de Boyle-Mariotte qu'on a expliqué mon va me donner un gradient de pression. L'atmosphérique est fort l'alvéolaire, donc je vais avoir un débit d'air, un courant aérien rentrant qui va permettre à l'air de rentrer le poumon et l'alvéole. Ça, c'est l'inspiration. À la fin de l'inspiration, on va avoir un équilibre. L'équilibre d'ailleurs, parce que c'est bon, le débit d'air a permis de rééquilibrer le gradient de pression. La pression atmosphérique est égale à 0, l'alvéolaire est égal à 0. Mais comme tu peux le voir, le volume de la cage thoracique est toujours élevé à cause de l'activité musculaire et la pression transpulmonaire est aussi encore élevée. Ce qui se passe, c'est que le relâchement, ici la flèche rouge quand ici va commencer à disparaître, le relâchement musculaire va permettre de faire revenir le volume de la cage thoracique et le volume pulmonaire à sa valeur d'origine. Le retour de la cage thoracique du volume thoracique à sa valeur d'origine va se faire grâce à la force élastique, la rétraction élastique de mon système ventilateur, de mon système respiratoire, car c'est une propriété très importante. Il faut retenir que les poumons et la cage thoracique sont élastiques. Ils vont revenir à leur valeur d'origine, ce qui va faire baisser la pression ici
pulmonaire. Le fait est de baisser la pression transpulmonaire va faire donc comprimer le poumon. Et du coup, si je comprime le poumon et que je reviens, نعاود نقص le volume تاعو, la pression alvéolaire, elle va augmenter. L'augmentation de cette pression, c'est elle qui va me permettre d'avoir le débit d'air parce que j'ai un gradient de pression. La pression alvéolaire est égale à 1, elle est supérieure à celle de l'atmosphérique. Super, l'air يقدر يخرج, j'aurai un débit d'air sortant et c'est donc ça l'expiration تاعي. Donc ce schéma-là, il a été retranscrit ici à l'Ahsab Munhanayat, à l'Ahsab des tracés donc, qui va me montrer les pressions et leurs variations TWA. On remarque ici que la valeur ici de référence, c'est la pression atmosphérique, qui est égale du coup à 0 à l'Ahsab les valeurs relatives TWA'na. Donc pendant l'inspiration, on va remarquer que la pression alvéolaire, donc déjà la pression intrapleurale, elle va devenir plus négative, ce qui va avoir pour effet donc d'augmenter le volume de la cage thoracique et donc le volume du poumon, ce qui va faire baisser la pression alvéolaire. En faisant baisser cette pression alvéolaire, je vais créer un gradient de pression. Hein. L'atmosphérique elle fouq l'alvéolaire, donc l'air il va pouvoir rentrer dans le poumon et c'est l'inspiration. Juste après, qu'est-ce qu'on remarque l'expiration? C'est l'inverse. La tendance va s'inverser. Notre diaphragme va se relâcher, la force élastique va permettre de faire revenir le volume de la cage thoracique à sa valeur initiale, la pression intrapleurale va donc remonter et par conséquent la pression alvéolaire kif kif elle va augmenter. Cette pression alvéolaire qui augmente, elle va dépasser la pression atmosphérique, j'aurai un gradient de pression ténite et ce qui va faire sortir l'air des poumons, j'aurai un débit aérien qui va être sortant comme on a dit. Le volume d'air qui va rentrer et sortir va constituer le volume courant aérien et il est environ à 500 millilitres d'air, donc 0,5 litres, pendant toute la durée du cycle, donc j'aurai environ 4 secondes. Ça, c'était donc le cycle respiratoire. Donc on a vu que cette ventilation pulmonaire, elle se fait grâce à la variation de la pression alvéolaire pour me créer un gradient de pression. C'est ce gradient de pression qui permet à l'air de circuler et de me donner un débit aérien. Donc, on a vu que c'était la contraction musculaire, elle devait appliquer cette force motrice qui permet donc d'avoir cette mécanique ventilatoire. Maintenant, chose très importante, cette contraction musculaire, elle va devoir combattre les différentes résistances qu'elle va rencontrer au niveau du poumon et de la cage thoracique. La première résistance, j'ai dit que c'est la force de rétraction élastique, parce que cette force de rétraction élastique, elle a permis de faire revenir le poumon à sa valeur, à son volume initial, mais pendant la phase d'inspiration, c'était une résistance qui était le dira inverse de la force motrice musculaire. Et donc ça, c'est une des résistances, une des propriétés mécaniques que la contraction musculaire va devoir combattre, vaincre, باش تصرى l'inspiration. Et donc, on va étudier justement ces différentes propriétés mécaniques. Donc, comme on a dit la dernière fois, l'introduction, on avait dit que le système ventilatoire, ou du moins le système respiratoire, il était composé de deux structures. On avait dit l'appareil respiratoire était composé d'un poumon, d'un organe, avec les voies aériennes. On peut même rajouter la paroi thoraco-abdominale si on veut. Ça, c'était la constitution anatomico-histologique de l'appareil respiratoire. Mais ici, on parle du système respiratoire. Et ce système-là, il va avoir besoin d'une structure active, une structure qui va pouvoir appliquer une force motrice. Ce sont donc les fameux muscles ventilateurs, les muscles respiratoires, diaphragme et les intercostaux par exemple. C'est du coup la partie active de notre système ventilatoire, tandis que l'appareil respiratoire qu'on connaît d'un point de vue anatomique et histologique, c'est la partie passive de ce système. Donc, la partie active, grâce aux muscles, je vais pouvoir appliquer une force motrice. La force motrice, c'est la force qui va permettre d'initier un mouvement, d'initier un événement ici. Donc cette force motrice, au niveau de l'inspiration, c'est la contraction des les muscles diaphragmatiques et intercostaux externes. Aussi simple que ça. C'est cette force, du coup, elle va devoir
combattre des forces résistantes. La première force que je faisais le schéma, c'était l'élasticité, c'est le système. Parce que l'élasticité, par définition, c'est quoi? C'est un élastique, l'élastique, qui te jado, ou à sa position initiale. C'est ça la propriété d'élastance ou d'élasticité d'un système. C'est le fait d'être capable d'y à sa position initiale lorsqu'il sera là un étirement. Cette élasticité, donc, elle va s'opposer à la force motrice de l'inspiration qui a pour but d'étirer justement l'appareil respiratoire. Première résistance. Deuxième résistance, ça va être justement la résistance de l'ahwa quand il va circuler dans les voies aériennes. Les parois des voies aériennes vont constituer une certaine résistance. Et parmi du coup ces résistances, la plus importante du coup c'est ça, c'est l'écoulement de l'air dans les voies aériennes. On a d'autres résistances qui est le frottement des tissus sur eux-mêmes, l'inertie du système, c'est-à-dire la le système, hein, Newton, parce que le système est au repos. Hadouma, ce sont des résistances qui peuvent être négligeables. Par contre, les deux qui nous intéressent, c'est l'élasticité, qui va constituer les propriétés élastiques de ce système, de cet appareil, et surtout la résistance à la gel, les voies aériennes. Ça, c'est très très important et ce sont des propriétés très importantes à connaître et à maîtriser pour mieux comprendre cette mécanique ventilatoire. Donc, ça, c'était pendant l'inspiration. Pendant l'expiration, je dis bien l'expiration normale, qui est un phénomène passif, la propriété élastique, qui était une résistance, c'est elle qui va devenir la force motrice. C'est elle qui va permettre en fait de faire revenir le poumon et la cage thoracique à leur volume et à leur situation initiale. C'est la force de rétraction élastique qu'on va justement comprendre juste après. Donc pour mieux comprendre cette relation entre la force motrice ou bien la force motrice du coup pour le mouvement d'un système, pour le mouvement ici du système respiratoire, du système ventilatoire, et les résistances qui vont s'opposer à cette force motrice, eh ben, on va utiliser une équation Terre-Newton, donc un peu de physique. L'équation du mouvement Terre-Newton, c'est une équation qui va être appliquée à un système qui est en 3D, hein, en 3 dimensions, qui est par exemple l'appareil respiratoire terna. واش تجي تقول لك هاد l'équation, je dis تقول لك هاد la loi تاع نيوتن, et ben يجي يقول لك بلي la pression totale qui est appliquée à un système doit être égale ou à la somme de l'élastance fois le volume plus la résistance totale fois le débit plus l'inertie fois l'accélération avec le système. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, première des choses, on va simplifier cette équation. On va dire que l'inertie est négligeable d'un point de vue ici pour le système respiratoire. Donc, on va simplifier et supprimer du coup ce terme à l'équation TNA. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir que la pression totale TNA, qui peut être équivalente à la force motrice qui va faire bouger et faire du coup augmenter ou diminuer le volume du système respiratoire TNA, va dépendre de deux choses, deux propriétés. C'est ce qu'on avait dit juste avant. L'élasticité, le système TNA, les propriétés élastiques, donc l'élastance fois le volume avec le système, et la résistance, c'est l'écoulement à l'air au niveau des voies aériennes, c'est les propriétés résistives. Résistance totale fois le débit donc de notre débit aérien. Donc, on va étudier donc la propriété élastique, on va étudier les propriétés résistives. Pour étudier les propriétés élastiques, on a remarqué que les propriétés élastiques, iconokainin, essentiellement ici à l'état statique. Ce sont des propriétés statiques qui n'ont pas besoin de mouvement. C'est-à-dire que qui au repos, les propriétés élastiques hein, à l'inverse des propriétés résistives qui, eux, ont besoin d'un débit, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un mouvement d'air. Ce sont des propriétés dites dynamiques. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre notre système au repos, c'est-à-dire qu'on va empêcher les mouvements respiratoires, donc conditions statiques, bash, had le terme, on va le supprimer l'équation. On supprime du coup le débit est égal à 0, et donc la résistance terre, et du coup on aura notre équation de Newton qui va se résumer à ça, une pression totale qui va être égale donc à l'élastance fois le volume. Donc c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, à l'expiration, c'est l'élastance qui va permettre d'être la force motrice de notre système ventilatoire terne. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va essayer de de l'équation, on va essayer de la simplifier pour mieux la comprendre. On va, au lieu d'écrire pression totale est égale à l'élastance totale fois le volume, on va plutôt, si on dit la définition de l'élastance, hein, de la propriété d'élasticité. Alors, qu'est-ce que l'élastance? Mathématiquement, c'est uniquement
la pression sur le volume. Variation de pression sur la variation de volume. Cette élastance-là, donc, d'un point de vue littéraire, on va la définir comme étant la propriété terre, un corps, terre, un système, terre, une structure, à revenir à son état initial lorsque, justement, elle a été étirée, qu'elle a subi donc une variation de volume. Donc, cette élastance à dire, on va pas, pour étudier propriétés élastiques, on va plutôt préférer une autre notion. Cette notion-là, on la connaît déjà, on l'a vu, le système artériel, le système à haute pression, c'est la compliance. Et la compliance, c'est l'inverse de l'élastance mathématiquement. Si l'élastance, c'est la capacité d'une structure à revenir à son état initial lorsqu'elle a été étirée, Hnaya, on a envie d'étudier justement qui fait. On a réussi à étirer ce système-là, donc on va prendre l'inverse qui est la compliance. C'est la capacité d'un système à être distendu, à être étiré. Donc, c'est la variation de volume sur la variation de pression. On peut expliquer la compliance d'une autre manière. On l'oublie si on a de grosses variations, on a une petite variation de pression, c'est-à-dire qu'une Z de chui à la pression, le volume, la variation de volume sera conséquente, elle sera très très importante. نبدل نزيد شوية في la pression, le volume يزيد بزاف. Lorsque ça arrive, on parle d'une structure compliante, la compliance devient élevée. كيما l'élastique, كيما نبولة, par exemple نبولة اللي تحت نفخها, une petite variation donc de pression sur la paroi avec Nebola va nous donner un volume en fait conséquent d'air et du coup, le Nebola, elle est distensible, elle est extensible, elle est jad, donc c'est une structure compliante. Kima pour le système à basse pression, Kima du coup pour les veines. Donc, Hnaya, au cours du coup de l'inspiration, c'est la compliance qui va nous intéresser Hnaya parce que c'est le phénomène de distensabilité, yani d'extensabilité, yani نجعد هذيك la structure. La contraction des muscles inspiratoires va me faire étirer la cage thoracique, étirer donc les poumons et l'étirement d'une structure élastique va me donner une pression qui va qui va avoir tendance, ou sinon une force qui va avoir tendance à faire revenir la structure radique à sa propriété, à son volume ou là à sa structure initiale. C'est la rétraction élastique qui nous intéresse. Donc cette compliance qui m'a on l'a définie, hein, on a dit du coup la cage thoracique et les poumons, yani le système, l'appareil respiratoire de manière générale, c'est une structure compliante, ou parce que pour de petites variations de pression, j'aurai une grande variation de volume. Donc ici, on peut même tracer un graphe hein, pour mieux comprendre la notion de compliance. On a tracé un graphe هنايا وين من التحت on a la pression transmurale, c'est elle qui va nous intéresser parce que c'est elle qui va permettre la distensibilité l'extensibilité, التجاعد du coup تاع la structure تاعي par rapport au volume. Qu'est-ce qu'on a remarqué لو كان نزيد la pression transmurale تاعي, la pression على حساب la paroi اللي قريناها من قبيلات, si elle augmente, le volume automatiquement bah, il va augmenter parce que j'ai augmenté du coup le volume d'air. Les structures élastiques, ce volume il va augmenter, 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 حتى يلحق une limite. C'est la limite élastique où la pression ne pourra pas augmenter, ne pourra pas faire augmenter le volume après la limite. Donc, quand je m'obstine زيد la pression هذيك, le volume حاش يزيد, je vais avoir une instabilité حتى وين la structure تتقطع. Même pour une boule, tu rajoutes de la pression, le volume il va augmenter avec une boule, mais au bout d'un moment, tu as une limite, quand tu rajoutes plus de pression, une boule et donc c'est donc ça la notion de cette instabilité, de cette limite élastique. On a remarqué autre chose avec le graphe quand on l'a tracé. On a remarqué qu'à une pression transmurale presque nulle, le volume, donc lorsque je suis au repos, le volume donc de ma structure biologique ici, donc de mon poumon et de ma cage thoracique, n'est pas égal à zéro. Parce que sinon, le kanikonissawi à zéro, ça veut dire qu'en temps de repos, les poumons et du coup, ils ne sont pas distendus. C'est faux, hein. Le volume de repos n'est jamais égal à zéro pour des structures biologiques, pour les structures telles les organismes vivants, justement. Ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est la pente الميل معامل التوجيه تاعنا. Donc la pente الميل تاع الدالة هذه, donc تاع هذا le graphe تاع هذا المنحنى هذايا, c'est lui qui sera considéré comme étant la compliance. Car les petites variations de pression vont me donner une grande variation de volume et lorsque ça arrive, la pente est très verticale et c'est donc ça la compliance. On parle d'une structure compliante lorsque elle est
très distensible, نقدروا نجعدوها بزاف à cause de cette relation mathématique. Une petite variation de pression تعطي une grosse variation de volume, et donc c'est ça la fameuse compliance تاعنا. Donc cette compliance elle est très intéressante avec la courbe à pression-volume, elle est très très intéressante, وعلاش car elle nous permet de calculer et de considérer, de calculer la compliance تاع le poumon وحده, تاع le thorax وحده, يعني تاع la cage thoracique, et je peux même نحسب du coup les deux en même temps, تاع le système thoraco-pulmonaire de manière générale. Tout dépend de la pression qui va être utilisée. La pression transmurale هذه, c'est elle qui va être utilisée pour gérer, pour parler de la compliance, eh ben, on peut du coup chauffer la compliance du coup le poumon en utilisant la pression transpulmonaire. La pression interne qui était l'alvéole, pression alvéolaire, n'apasse la pression pleurale qui était la pression externe qui était appliquée sur le poumon. Quand on utilise cette pression-là et qu'on étudie les variations de cette pression par rapport aux variations de volume, on donne chauffe est-ce que le poumon est une structure compliante ou là là là. Donc, on peut utiliser la pression transthoracique. Le فرق ما بين du coup la pression pleurale et la pression atmosphérique. En utilisant du coup la pression transthoracique et la variation du volume thoracique, on chauffe est-ce que le thorax est une structure compliante ou là là là. Est-ce qu'il y a des ja'ad ou là là là. Et je peux utiliser les deux, hein, utiliser du coup la pression transthoraco-pulmonaire, elle فرق ما بين la pression alvéolaire et la pression atmosphérique, pour justement pouvoir voir avec les variations de cette pression et les variations de volume, le thorax plus le poumon تاعي, نشوف est-ce que le système هدايا thoraco-pulmonaire راهو compliant ou là là là, est-ce qu'il يقدر يتجعد مليح ou là là là. Donc on a remarqué après l'étude justement de ces courbes pression-volume, l'étude de la compliance de chacun de ces constituants, poumon, thorax et le système thoraco-pulmonaire de manière générale, on a remarqué que l'appareil respiratoire, le système respiratoire, il est compliant, hein, et aussi il est élastique. Qui fait qu'on a mis en évidence l'élasticité de l'appareil respiratoire avec une expérience très très simple. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris notre système ternain, notre appareil respiratoire, hein. On a du coup donc ici on a schématisé le poumon avec l'espace pleural entre les deux plèvres viscérales et pariétales. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une brèche. Donc, je sais pas, Anna, tu prends un couteau, tu as un coup de couteau عند عبد pour justement créer une brèche ou تفتح la plèvre تاعك. Cette brèche-là, qu'est-ce qu'elle va nous donner? Elle va nous donner ça, hein. L'air, il va rentrer au niveau de cette brèche-là, ce qui va avoir pour effet de donner un débit aérien de l'extérieur, donc de l'atmosphère, vers la cavité pleurale. Ça va nous donner un pneumothorax. Ce pneumothorax, donc l'accumulation d'air dans la cavité pleurale, va faire justement augmenter la pression pleurale. La pression pleurale, c'est la pression qui est en train de comprimer le poumon. Donc je viens d'augmenter la pression transpulmonaire. Et en augmentant cette pression, ah pardon, je viens de faire baisser la pression transpulmonaire parce que j'ai fait augmenter la pression pleurale. Et en faisant diminuer cette pression transpulmonaire, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'alvéole et le poumon, ils vont ils vont se collaber, ils vont du coup se ratatiner sur eux-mêmes. Regardez-moi, c'est des synonymes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en l'absence d'une force, d'une pression qui permet de maintenir le poumon distensible, يعني يكون مجعد, اللي هي du coup la pression transpulmonaire. En l'absence de cette pression et de cette force, qu'est-ce que j'observe? Le poumon, il va يعاود يتكرفس على روحه. Donc on a la présence d'une rétraction élastique, d'une force élastique qui va faire diminuer la distensibilité avec le poumon. Donc l'appareil respiratoire est une structure élastique. Cette élasticité, donc, une fois qu'elle a été mise en évidence, on va essayer de l'expliquer. On va l'expliquer avec des facteurs. On a trois types de awamil. On a les facteurs anatomiques, la constitution anatomique de l'appareil respiratoire et de la cage thoracique. On a remarqué, donc, l'anatomie, hein, il y a les vidéos sur YouTube d'ailleurs, la cage thoracique, on a dit, elle est constituée donc de côtes, hein, donc d'un squelette ostéocartilagineux. Il y a des côtes et il y a des cartilages costaux. Il y a aussi des muscles. Et il y a aussi surtout des ligaments qui vont venir lier tout ça. Cet ensemble de structures anatomiques, cartilage, muscles, ligaments, sont des structures qui sont élastiques. Donc ils vont me donner cette propriété élastique et donc cette propriété donc de l'élasticité de l'appareil respiratoire. En plus de ça, qu'est-ce qu'on a?
On a un autre facteur qui est le facteur histologique. Quand on a étudié l'histologie de l'appareil respiratoire, on a vu à maintes et maintes reprises la présence de fibres élastiques au niveau des structures qu'on a étudiées, au niveau du poumon, au niveau de l'interstice au niveau de l'interstitium entre les alvéoles. On a vu cette présence de fibres élastiques au niveau des plèvres. Les fibres élastiques Hadouma, comme leur nom l'indique, ce sont des fibres composées donc d'une protéine qui est l'élastine, qui a cette capacité de revenir à son état initial lorsque tu mjada. Donc c'est littéralement la propriété d'élasticité. On peut même rajouter la structure alvéolaire. Cette structure complexe avec le contenu liquide est un facteur qui permet justement d'augmenter l'élasticité et d'expliquer plutôt l'élasticité de l'appareil respiratoire TI. J'ai un dernier facteur qui est cette fois-ci un facteur physico-chimique, les qraytu en biophysique en première année médecine, c'est la tension superficielle, la tension de surface. C'est elle aussi, elle va me générer une force qui va dans le même sens que les forces élastiques. Alors, cette tension de surface, elle va être localisée au niveau des alvéoles et justement, on va essayer de l'expliquer. Un petit rappel, bref, sur la tension de surface, sur la tension superficielle pour mieux la comprendre. Pour mieux comprendre cette tension de surface, on va prendre un exemple. On prend un verre d'eau. Un verre d'eau, donc on a mis donc de l'eau, il y a des molécules d'H2O ici, qui vont être en contact avec l'air, avec l'air. Ce contact air liquide, il va me générer une force qu'on appelle du coup la tension de surface. Wesh. Alors, on va voir les molécules d'eau justement. Ces molécules d'eau, lorsqu'elles sont en profondeur, elles vont être liées ma benatom, elles vont s'attirer les unes les autres par des forces d'attraction. Vu que la molécule d'eau, par exemple, elle est entourée que par de l'eau, les forces, elles vont s'annuler. Ce qui est logique. Et on a du coup dans tous les sens, donc elles vont finir par s'annuler et l'eau va rester statique, donc elle va rester du coup en position neutre, donc il ne va pas bouger. Par contre, les molécules d'eau à la surface, ce sont des molécules qui sont en contact avec d'autres molécules d'eau, mais surtout avec de l'air, avec des molécules ici au niveau de l'air ternant. Donc, j'aurai une interaction entre les deux. La somme des forces, donc les molécules d'eau à Doma, ils vont avoir tendance à se rapprocher ma benatom. Elles vont se rapprocher ma benatom, ce qui va me donner une contraction le liquide la somme des forces qui va lier ces molécules-là n'est pas égale à zéro. Elles vont venir se lier mais bien sûr, mais se lier avec les molécules en profondeur. Ça va me créer une espèce de carapace, si tu veux. Et donc ça, cette force-là, qui permet de bien lier les molécules d'eau à la surface, c'est ce qu'on appelle la tension superficielle. C'est elle qui va être responsable de la formation d'une goutte d'eau. Parce que les molécules à la surface vont venir avec les molécules en profondeur pour essayer de minimiser au maximum la surface de contact air liquide, la surface où il justement l'hawa en contact avec l'eau, ce qui va me donner l'information des gouttes d'eau. C'est pour ça que le liquide ne va pas s'étaler, il n'aura pas tendance à s'étaler pour augmenter la surface de contact, il va plutôt avoir tendance à se contracter, à يجمعوا les molécules d'eau pour minimiser cette surface, cette interface air liquide, cette interface de contact. On revient du coup à nos alvéoles. Alors, les alvéoles taouanan, qui m'a la balle, qu'ils ont une structure plus ou moins sphérique, on va dire. Pour faciliter l'étude, on va dire qu'elles ont une structure sphérique. Cette structure-là, elle va contenir du liquide. Il y aura un liquide qui va venir constituer la paroi du coup de l'alvéole. Ce liquide-là, il va être en contact avec l'air qui va être inspiré ou expiré, qui est présent au niveau de l'alvéole. Ce qui fait que ce liquide-là aura donc tendance, il va me générer une force, une tension de surface, une tension superficielle qui aura tendance donc à faire ramener le liquide, le faire contracter et donc me créer une goutte d'eau. Sauf que ici, pour créer cette goutte d'eau, et que ça, sachant que ce liquide-là, il est présent sur toute la surface de l'alvéole qui est sphérique, ça revient à nkarfas l'alvéole, à la faire collaber. Du coup, je vais avoir une force qui va faire tirer l'alvéole. Bêche, c'est ça, c'est le T, la tension de surface, qui va avoir tendance à rapetisser, à tsrr le diamètre du coup de l'alvéole. Donc, cette tension superficielle va jouer un rôle. Elle va jouer comme si c'était une force élastique, comme si c'était une force élastique pour faire comprimer le poumon et faire comprimer du coup les alvéoles, vu que le parenchyme pulmonaire est constitué en grande partie d'alvéoles. Pour éviter le cas de figure, pour éviter que les alvéoles aient parce que sinon ce serait pas pratique pour respirer, ils ne seront pas distendus, on doit appliquer une pression, une force qui doit être deux fois
donc supérieur à, elle doit être égale au double de la tension superficielle divisé sur le rayon تاع la sphère باش la sphère ما تتكرفسش وتبقى عندها le diamètre ou du moins le volume تاعو initial. Cette force-là, du coup, elle va respecter la loi de la place. Donc, when on dit la place, il vient te dire en physique que باش هاد la sphère اللي راهي متكونة ici de liquide, pour éviter que la tension superficielle va venir تكرفس لها avec la sphère, il faut appliquer une pression de distension qui soit égale au double de la tension superficielle divisé par le rayon à la sphère, ici le rayon à l'alvéole تاعي. Donc, المجموع تاع هاد les facteurs, donc que ce soit les facteurs anatomiques, les facteurs histologiques et les facteurs ici, le facteur physico-chimique euh, la tension superficielle, aura avoir tendance à comprimer le poumon ou يكرفسو. Donc باش نقدر نجعدو essentiel باش نقدر j'augmente le volume et créer le gradient de pression pendant ma ventilation, pendant mon inspiration, je suis obligé donc d'utiliser de l'énergie باش نقدر نجبد pour pouvoir du coup نجعد le poumon تاعي. Cette énergie هادية donc كيما قلت لك ici elle est nécessaire pour étirer le tissu conjonctif et surtout pour dépasser cette fameuse tension superficielle au niveau des alvéoles. La contraction musculaire TAI, elle va me donner une énergie qui sera insuffisante pour surmonter la tension de surface. C'est vrai que l'effort musculaire, il est important et il est nécessaire pour pouvoir étirer le tissu conjonctif, mais la force qui va être générée par les muscles n'est pas suffisante pour dépasser la tension de surface. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est très simple. On va sécréter, ou du moins les pneumocytes de type 2, qui vont constituer l'épithélium alvéolaire, ils vont sécréter une substance qui est faite de protéines et surtout de phospholipides, de lipides, qui va permettre de faire baisser cette tension de surface. C'est ce qu'on appelle un agent tensioactif. تهبط la tension de surface pour éviter que l'alvéole تتكرفس. De la matière, de la substance, tu l'as deviné, c'est le fameux surfactant TI. Ce surfactant qui a des propriétés de détergent, qui masse sabone, c'est-à-dire il est constitué donc de protéines et de phospholipides. Donc c'est un mélange de phospholipides et de protéines qui est sécrété par les pneumocytes de type 2 au niveau de l'épithélium alvéolaire. Et le butéo, c'est un agent tensioactif, c'est-à-dire qu'il va abaisser, il rabote la tension superficielle au niveau de la couche de liquide à la surface des alvéoles. Qui rabote la tension superficielle, qu'est-ce qui se passe? Je vais permettre justement d'augmenter la compliance. Je vais permettre donc de distendre, de faire une extension donc vers le poumon pour faciliter la mécanique ventilatoire. Ce surfactant, il va avoir un gros effet sur les petites alvéoles. L'effet TAO, il est moins grand, les alvéoles plus grandes. Et on a remarqué, Tenet, Blé, plus tu vas respirer profondément, plus tu vas initier une expansion kbera. Les pneumocytes de type 2, ils vont sécréter plus de surfactants à la de la demande TAC. C'est comme si c'était une loi d'offre et de demande. Tu demandes une expansion kbera, automatiquement tu vas étirer les pneumocytes de type 2 et au moins ils vont te sécréter plus de surfactants. Moins tu respires profondément, plus ta respiration est superficielle, tu respires bla qalbak et que du coup tu demandes moins, tu vas moins du coup le poumon تاعك. Les pneumocytes de type 2 vont donc s'adapter à ta demande, à ton besoin et ils vont donc sécréter moins de surfactants. Le surfactant, comme on a dit en histologie, il est sécrété vers la fin du coup de la grossesse, aux environs donc du sixième mois et demi. C'est là où on aura la synthèse du surfactant et c'est l'un des facteurs déterminants pour la survie justement du fœtus. Dans le cas où j'ai du coup une interruption de grossesse قبل les 9 mois, donc est-ce que je dois accoucher prématurément. Donc, on a terminé avec les propriétés élastiques, avec la compliance de l'appareil respiratoire تاعنا. Maintenant, on va aller voir les autres propriétés résistives. كيما قلت لك, la ventilation en condition cette fois-ci dynamique, lorsque le débit aérien est كاين, la force motrice تاع les muscles respiratoires va devoir combattre كيما قلت لك deux
de, euh, de résistance. La première, c'est l'élasticité pulmonaire, les shfnaha. Comment est-ce qu'on peut la réduire? Donc la force des muscles respiratoires, elle est suffisante pour étirer les tissus conjonctifs, mais insuffisante pour lutter contre la tension superficielle. À part IDA, j'ai heureusement le surfactant TA qui va venir m'aider en abaissant cette tension superficielle. La deuxième propriété, ce sont les propriétés résistives de l'appareil respiratoire, la résistance au passage de l'air. L'air est un fluide qui m'a le ma, qui m'a le sang, donc c'est un fluide. Ce fluide-là, donc quand il va passer au niveau des parois, il va donc يتلاقى مع les parois donc de la voie aérienne, ce qui va constituer une certaine résistance. Cette résistance, justement, le but c'est de l'étudier ou une dans quel cas de figure elle peut augmenter, dans quel cas de figure elle peut diminuer, et en quel et comment est-ce qu'elle va impacter la mécanique ventilatoire. Donc, faites la résistance, on a bien sûr les frottements du tissu pulmonaire qu'on va distendre. C'est un facteur qui est négligeable. Les frottements, on va les négliger pour l'étude TANA. Ce qui nous intéresse, c'est la résistance, mais les voies aériennes, c'est-à-dire l'air quand il va passer les voies. Est-ce qu'il y a des voies qui vont appliquer une plus grande résistance à l'air ou pas? Alors, l'air, quand il va s'écouler, quand il va se déplacer, il va bien sûr dépendre essentiellement du gradient de pression. Si le gradient de pression est favorable, l'air va passer dans un sens, de la pression la plus élevée vers la pression la plus faible. Ici, on va parler un petit peu de l'inspiration. Lorsque l'air va passer en inspiration, ça veut dire que la pression atmosphérique est plus grande que la pression alvéolaire. J'aurai donc un débit d'air. Le débit aérien, le débit à l'hwa, c'est comme le débit cardiaque, c'est comme le débit à le sang. C'est la quantité de fluide, ici d'air, qui va circuler en une seule unité de temps, généralement pas en minutes. C'est la quantité d'air qui va circuler en minutes. Ce débit-là, il va être freiné par des résistances. La résistance, c'est la difficulté à laquelle l'air va pouvoir ou circuler entre deux points des voies aériennes euh, à cause du coup de ces voies aériennes-là. Et on va voir du coup cette résistance, de quoi elle dépend. Déjà, pour mieux comprendre les propriétés résistives, il va d'abord falloir mieux comprendre qui fait que l'air va circuler dans les voies aériennes. Ce sont les types d'écoulement. C'est un petit point physique. Les types d'écoulement, on en a deux grands types. L'écoulement dit, on va voir le schéma, sera beaucoup plus simple. L'écoulement dit laminaire et l'écoulement dit turbulent. L'écoulement laminaire, c'est un écoulement qui va se faire de manière ordonnée en plusieurs couches, en plusieurs lames et qui vont être parallèles à la paroi. Comme tu peux le voir ici, la couche qui est la plus éloignée des parois, c'est celle qui va être la plus rapide car elle n'est pas en contact direct avec une paroi qui est rigide, qui est statique. Donc ça, un écoulement qui va être fluide. C'est un écoulement qui va se faire des débits aériens ou des débits de fluide qui vont être assez faibles et qui va être du coup suffisamment ordonné. Il va me donner peu de résistance. Cet écoulement laminaire, vu qu'il est ordonné, la résistance à ce niveau-là va être NATSA. On peut du coup calculer justement le, euh, le débit thermal, la relation entre débit, pression et résistance au niveau de ce flux laminaire, il va être égal à comme suit. Débit est égal du coup à la variation de pression, au gradient de pression sur la résistance. La résistance du coup calculée au niveau de ce vaisseau, au niveau du coup de ce tube qui va laisser passer le fluide. Deuxième type d'écoulement, c'est l'écoulement dit turbulent. Alors, l'écoulement dit turbulent, qui marque des flèches, c'est un écoulement qui est désordonné. Il n'est pas parallèle, ordonné un seul sens. Ici, il est désordonné, il va un peu dans tous les sens. Ça arrive généralement lorsque le débit de fluide est beaucoup trop grand. Comme par exemple, lorsque l'ahwa, tu ne fais beaucoup trop, la quantité d'air va être beaucoup trop grande à ce niveau-là, ce qui peut me donner un débit dit turbulent. La relation entre débit, pression et résistance au niveau d'un débit turbulent, elle va légèrement changer. En fait, c'est pour des gros débits. C'est pour ça qu'ici, on a mis débit au carré est égal du coup à la variation de pression, au gradient de pression sur la résistance R2 ici de ce tube ou là de ce vaisseau ou là de cette voie. Entre les deux, il faut savoir au niveau donc de l'appareil respiratoire, on va trouver en réalité la vraie vie, quand tu vas voir du coup ton appareil respiratoire, on va trouver un mélange des deux. L'écoulement dit transitionnel, c'est les deux types d'écoulement qui vont se mélanger dans un seul conduit. Et généralement, l'appareil respiratoire, on va le trouver beaucoup les embranchements, les bifurcations. Là, parce qu'il y a des ramifications, on va trouver un peu donc de flux
ou d'écoulement laminaire et un petit peu de flux ici, comme tu peux le voir au niveau des flèches, d'un flux turbulent. C'est le flux, c'est l'écoulement qui va le plus arriver au niveau donc de ton appareil respiratoire, hein. D'ailleurs, c'est celui qui est le plus proche de la réalité et la relation TAE, vu que c'est un mélange des deux écoulements, on va définir la variation de pression, hein, le gradient de pression, qui est égal donc à la résistance fois le premier débit, hein, pour l'écoulement ici laminaire, et la résistance R2 fois le débit au carré pour du coup le flux turbulent, ou l'écoulement turbulent. Il faut savoir que le flux ou l'écoulement laminaire ne s'évolue bzaf au niveau des petites branches, des bronchioles et des branches euh, d'une génération assez avancée, d'un ordre de ramification assez avancé. Voilà, parce que le débit il va être assez habat, ce qui va permettre donc de d'avoir un flux assez laminaire. Le flux turbulent atteint, c'est principalement les grosses branches, hein, par exemple au niveau de la trachée, surtout quand tu fais un exercice physique et que le débit il te la bzaf, que tu vas te nefes bzaf, et bah l'écoulement il va être de type turbulent. Mais en majorité, l'appareil respiratoire, il est de type transitionnel, yani entre les deux. Ça, c'est pour la réalité, hein. Hnaya, pour faciliter l'étude t'as les propriétés résistives de l'appareil respiratoire, on va supposer on va faire une approximation, بالتقريب, que l'écoulement qui va se situer au niveau de l'appareil respiratoire sera de type laminaire. C'est une approximation qu'on va utiliser pour faciliter l'étude ternaire pour pouvoir utiliser la loi, hein. Delta P est égal du coup R1 fois Q. Et en utilisant la loi, on peut du coup définir cette résistance. Cette résistance, du coup, on peut utiliser la loi de Poisseuil, hein, qu'on a déjà vu, qui nous dit que la résistance d'un vaisseau, d'un conduit qui va transporter un fluide, elle est égale du coup à 8 fois eta, qui symbolise du coup la viscosité, fois la longueur du conduit, divisé par du coup pi r c'est-à-dire puissance 4. Donc la résistance va être proportionnelle, elle va augmenter proportionnellement à la viscosité de l'air, à la longueur du conduit, mais elle va être inversement proportionnelle au rayon du conduit. Et ce qui nous intéresse ici, la mécanique ventilatoire, c'est principalement le débit. Donc le débit T1A, il va être le débit d'air, hein, la vitesse de l'air ou du moins la quantité d'air qui va passer, il va être régi, il va être du coup déterminé par, bien sûr, le gradient de pression, dans le début de le cours, mais aussi par le rayon de les voies aériennes. C'est cette résistance qui va nous intéresser. Alors, au niveau, si on prend un schéma d'un système ventilatoire, donc d'un appareil respiratoire ou chauffe-eau, qui m'a la balade, tu as les voies aériennes supérieures, hein, cavité nasale, avec le pharynx et le larynx. Et mais on a les voies aériennes inférieures avec la trachée qui va se bifurquer en ces deux branches souches et me donner l'arbre bronchique, puis l'arbre bronchiolaire. À ton avis, où aura la partie de cet appareil respiratoire qui va contenir la résistance la plus élevée? Si on suit notre première intuition, tu peux avoir une première intuition entre le blé, étant donné que c'est le rayon qui est variable et c'est lui qui va déterminer la résistance des voies aériennes. On va se dire que bah, c'est au niveau des voies les plus petites, celles qui ont un rayon le plus petit, que la résistance sera la plus élevée. Et la résistance au niveau de la trachée et des voies aériennes supérieures sera Narsa par rapport à la résistance ici. C'est totalement faux. Cette première impression est fausse. On a remarqué qu'en fait, au niveau des voies aériennes supérieures, c'est là que la résistance sera la plus élevée. On l'a quantifié à 50%. 50% de la résistance pulmonaire à l'écoulement de l'air, elle me vient des voies aériennes supérieures. La trachée, nefs الشيء. La trachée, kif kifs, et les grosses branches, ce sera le deuxième site de résistance. 40% de la résistance va se situer au niveau de la trachée et des grosses branches. Les petites branches, hein, l'arbre bronchiolaire et les toutes petites branches et bronchioles, ne va avoir que, donc la génération 7 jusqu'à la génération 23, hein, donc on parle ici de la ramification des branches, de la septième génération jusqu'à la 23e, elle ne va représenter que 10% des résistances pulmonaires pour l'écoulement de l'air. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Alors, on va expliquer ça très facilement avec le tableau et le schéma sur la gauche avec le tableau. Notre première impression nous disait donc on s'appuyait uniquement sur le rayon ta les voies aériennes taouana. Alors que le rayon, ce n'est pas la variable la plus importante pour ce niveau.
La variable qui va déterminer en réalité la résistance à l'écoulement de l'air, ce n'est pas le rayon, mais c'est la surface de section totale. Je m'explique. En passant du coup des voies aériennes supérieures, en passant par la trachée et tout, c'est vrai que le diamètre et par conséquent le rayon ternant, il est élevé. Et plus on va avancer la ramification bronchique, plus le rayon هينقص. Mais en parallèle, qui met le système artériel, on remarque que la surface de section totale au niveau d'un étage, qui était ici au niveau de la trachée de 2,5 cm², elle va augmenter jusqu'à atteindre 1500 cm² au niveau de la 20e génération de ramification des bronches. L'augmentation de cette surface de section va me donner deux conséquences. La première conséquence, du coup, c'est que déjà, le débit d'air va être divisé. Il va être divisé par plusieurs petites bronchioles. Le débit هينقص. Et deuxième chose, c'est que le flux, étant donné que نقص, 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 il va me devenir laminaire. Et ce flux laminaire va me donner peu de résistance. C'est pour ça que la résistance au niveau des voies aériennes الصغيرين تكون uniquement de 10%. On prend l'exemple inverse du coup pour les grosses branches. Les grosses branches, les voies aériennes supérieures, Tanit, avec la trachée, la quantité d'air qui va rentrer sera conséquente. Et vu qu'elle sera conséquente, je vais avoir un flux turbulent. Le flux sera très 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 turbulent, ce qui va donc me donner une résistance accrue. Et la surface de section totale, elle est plus petite, ce qui fait du coup que la résistance va être localisée essentiellement au début de l'appareil respiratoire, les voies aériennes supérieures et la trachée, les grosses branches. On peut parler de deux autres situations, les voies aériennes supérieures pendant du coup le sommeil de certaines personnes dans le cas pathologique, elles vont, euh, elles vont avoir encore plus de résistance. Wesh. Chez certaines personnes obèses, certaines personnes qui souffrent de surpoids, on a remarqué que kikuno raqdin, ils ont du mal à respirer. Ils subissent ce qu'on appelle une apnée du sommeil. Cette apnée du sommeil, le fait est que ils arrêtent littéralement de respirer quand ils dorment, ce qui est très très dangereux pour leur santé. C'est pour ça que quand ils vont se réveiller, ils se réveillent très très fatigués parce que le sommeil n'a pas été réparateur. Et bah, on a remarqué que les personnes-là, le rayon, le pharynx va être va diminuer énormément. Vu qu'ils sont en surpoids et la position allongée quand ils vont يتكسلوا باش يرقدوا, le pharynx il va être comprimé parce que je suis en surpoids et du coup toutes les structures vont être comprimées essentiellement au niveau des voies aériennes supérieures comme au niveau du pharynx, ce qui va me donner donc une, une difficulté à respirer, une difficulté, une résistance pour l'écoulement de l'air au niveau de ces voies-là. Ça, c'est au niveau du sommeil. Tu as les personnes en surpoids, donc tu as les personnes les iconos qui souffrent donc d'apnée du sommeil. On a un cas entre guillemets similaire pour lorsque tu as une grippe, lorsque tu as un état grippal. Quand tu attrapes une grippe, tu auras une congestion, les narines, les fosses nasales, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et tout. Ce qui va avoir pour effet de diminuer le rayon, le conduit nasal, faire diminuer ce rayon-là et donc d'augmenter la résistance et donc de rendre la respiration plus difficile. C'est pour ça que certaines personnes, du coup, en hiver, qui ont le nez bouché et tout, ils te par la bouche parce que c'est plus simple, parce que du coup, il n'y a pas avec l'obstruction au niveau nasal. Ça, c'est la résistance au niveau des voies aériennes supérieures. Pour les voies aériennes inférieures, ou du moins les petites branches à Hadouk, je t'ai dit, il n'y a que 10% de résistance. Elle peut augmenter à de la résistance. Uniquement un seul cas de figure. Le cas de l'expiration et le cas d'un pathologique. L'expiration et le cas pathologique, dans le cas où, par exemple, tu aspires une matière chimique ou là un truc irritant ou là un truc toxique, ou là si tu as de l'asthme, ou là tu souffres de bronchite, qu'est-ce qui se passe? La paroi, donc les petits vaisseaux, là, du coup, les fibres musculaires et lisses, elles vont se contracter. Bronchoconstriction. La bronchoconstriction va réduire le rayon, donc les petites branches, ce qui va me donner donc une difficulté
à faire circuler l'air. C'est une résistance. Et la résistance, du coup, va, pardon, elle va augmenter. C'est le seul cas de figure où est-ce que cette résistance-là peut augmenter. Donc, on a un schéma qui permet de mieux visualiser ouais, la résistance, les petites branches va augmenter et non pas, pardon, elle sera moindre par rapport aux voies aériennes supérieures. C'est parce que كيما قلت لك cette diminution du calibre تاع les voies aériennes هذوما elle ne va pas se faire en série mais elle va plutôt se faire en parallèle. Voilà, en parallèle parce que je vais augmenter la surface de section totale grâce à la ramification. J'aurai beaucoup de branches. Ce qui va avoir pour effet d'avoir un faible débit aérien, hein, le débit حنقسموه pour chaque branche, ce qui va faire que la quantité d'air qui va circuler تكون قليلة. J'aurai un flux laminaire qui va me donner peu de résistance à ce niveau-là. Donc, cette résistance, ces propriétés résistives de l'appareil respiratoire donc, va être modulée, régulée du coup par plusieurs facteurs, hein. Les facteurs Adouma, ils vont avoir tendance du coup à réguler quoi? Ils vont réguler la contraction du muscle lisse parce que c'est la variable qu'on peut toucher, c'est le rayon ta, euh, du coup nos bronches et nos bronchioles, nos petites bronches et nos bronchioles. Donc, pour contracter ce muscle lisse et initier une bronchoconstriction, pardon, on a deux mécanismes les معروفين. Le mécanisme nerveux, système nerveux, il va permettre la contraction des muscles lisses, ou là le mécanisme humoral, c'est-à-dire par le biais des hormones, hein, des différents facteurs circulants, hein, des hormones qui vont permettre d'initier cette bronchoconstriction. Alors, pour le contrôle nerveux, il est assez simple à comprendre. On va avoir bien sûr des voies afférentes, hein, des nerfs qui vont être liés au niveau de ces parois-là, au niveau de ces voies aériennes par des récepteurs, où ils طلعوا vers les centres de régulation, les centres nerveux. Hein, par le biais du nerf vague. يطلعوا vers les centres nerveux, les centres du coup de régulation, qui sont situés, kima pour l'appareil cardiovasculaire, au niveau du bulbe rachidien, c'est-à-dire au niveau du tronc cérébral. Ces noyaux hadouma de contrôle, ces centres de commandement, ces centres de régulation pour être plus exact, ils vont traiter l'information. Cette information, elle peut être du coup l'étirement à la paroi, elle peut être du coup l'irritation de l'épithélium bronchique, ou bien des stimulus mécaniques ou chimiques à la dial X ou Y raison. Quand ils vont traiter cette information, ils vont envoyer la réponse par le biais des voies motrices efférentes qui vont sortir de ces noyaux Hadoma de régulation où ils aller vers les voies du coup aériennes. Donc, ils vont avoir soit une action par le biais donc des récepteurs muscariniques, par le biais du coup de l'acetylcholine, donc ils vont être soit cholinergiques, c'est le cas pour le système parasympathique, qui va donc initier une bronchoconstruction. L'acétylcholine, avec ses récepteurs muscariniques, va me donner une bronchoconstruction, donc une contraction du muscle lisse de ces parois-là. Soit ces voies efférentes, elles vont venir du système sympathique et donc elles vont se coller à des récepteurs adrénergiques et donc libérer de la noradrénaline ou bien de l'adrénaline. Cette adrénaline au niveau donc des récepteurs bêta-2 adrénergiques va me donner une bronchodilatation. Ça, c'est très important à garder en tête car c'est le mécanisme du coup de régulation de cette résistance au niveau de l'appareil respiratoire. Les mécanismes humoraux, ils peuvent être du coup soit endocrines, soit paracrines et ils vont venir du coup par des facteurs circulants, des hormones euh, similaires donc à ce qu'on connaît déjà. Je peux me donner par exemple de l'histamine ou bien de l'adrénaline qui va venir jouer sur la contraction de ces muscles lisses au niveau de ces voies aériennes. Donc, on te donne plusieurs exemples ici au niveau des produits chimiques et des commandes motrices. Lorsque tu inhales des agents irritants, le réflexe à le système nerveux parasympathique TAC, ce sera d'envoyer de l'acétylcholine et donc de donner une bronchoconstriction, une contraction des bronchioles pour que l'agent irritant m'hésite à Par exemple, si tu reçois une hormone, stimulation humorale, par le biais par exemple de l'histamine ou d'autres substances inflammatoires, quand tu as de l'asthme par exemple, tu vas avoir kiff kiff, une contraction t'as les branches, t'as les bronchioles et du coup une bronchoconstruction. C'est pour ça que les asthmatiques, lorsqu'ils ont une crise d'asthme, ils n'arrivent pas à respirer. Le problème, le problème est bronchoconstriction, pardon, ça va empêcher l'air de circuler parce que j'augmente la résistance
à l'écoulement de l'air. L'adrénaline, ça fait l'inverse. L'adrénaline, c'est une hormone ou bien qui me vient, c'est un neurotransmetteur slash hormone qui peut me venir donc du système sympathique ou bien de la surrénale. Elle va avoir une action bronchodilatatrice. Elle va me dilater les bronchioles et les bronches. L'accumulation locale de mucus, lui, quant à lui, ou là de matière infectieuse, ou là même de cancer, hein, des cellules tumorales, des tumeurs, peuvent augmenter la résistance à l'écoulement de l'air dans des maladies respiratoires. Donc, tu vois bien que l'étude de ces propriétés résistives, elle est essentielle pour non seulement comprendre la ventilation, mais aussi pour mieux comprendre les mécanismes, du coup, des mécanismes des situations pathologiques. On termine le cours ternant avec deux notions. Première notion, ce sont les volumes respiratoires, hein. Le volume d'air qui va être mis en jeu dans la respiration, dans la ventilation. On a déjà le volume courant. Ce volume courant, il y a 500 millilitres, 0,5 litres. C'est le volume d'air qui va être expiré ou inspiré au cours d'une respiration calme et normale. Lorsque j'inspire 500 millilitres, là par exemple je suis en train de respirer normalement, j'inspire 500 millilitres, j'expire 500 millilitres. Mais si je force mon inspiration, je peux en plus de ces 500 millilitres mobiliser, yani inspirer 3000 millilitres supplémentaires pendant mon inspiration. C'est ce qu'on appelle le volume de réserve inspiratoire. Yani le volume d'air اللي قادر نزيدو فوق هذه 500 millilitres d'inspiration. L'expiration, j'inspire normalement, ou j'expire normalement, j'expire 500 millilitres. Lequel je veux forcer mon expiration. J'aurais pu, en plus de ces 500 millilitres, expirer 1200 millilitres d'air supplémentaire. C'est le volume de réserve expiratoire. C'est la réserve que j'aurais pu utiliser l'expiration taille, lequel je l'avais forcé, en plus, bien sûr, de ces 500 millilitres. Après l'expiration forcée, j'ai sorti 500 millilitres, j'ai sorti 1200 millilitres quand je expirais au maximum. Les poumons تاعي ماهمش vides. Il ne faut pas que tu gardes en tête que tes poumons sont vides. J'aurai toujours une petite quantité d'air qui va rester dans le poumon. C'est le volume résiduel. Alors, on مقدر 1200 millilitres. Ça, ce sont les volumes respiratoires. Si je combine les volumes, j'ai ce qu'on appelle des capacités pulmonaires. Donc, ce sont les capacités qu'on peut explorer. On peut explorer pour mieux comprendre la mécanique ventilatoire et vérifier s'il y a des anomalies ou pas. Ces capacités que ce sont des fusions, des combinaisons de ces volumes-là. On a la capacité vitale. Cette capacité vitale, c'est la quantité d'air que je vais expirer au maximum après mais j'ai rempli mes poumons au maximum. C'est-à-dire, j'inspire au maximum, donc 500 millilitres tu le volume courant, plus 3000 millilitres tu la réserve inspiratoire. J'ai inspiré au maximum. Qu'est-ce que je fais? J'expire au maximum. Donc, je vais نخرج le volume expiratoire تاعي avec les 500 millilitres le volume courant. Ce qui va me donner le VT, donc le volume courant, plus le VRI, le volume de réserve inspiratoire, plus la réserve expiratoire, je vais avoir une capacité qui va tourner aux alentours des 4800 millilitres. Je peux faire la même chose avec uniquement l'inspiration, c'est-à-dire que je vais inspirer au maximum. Qu'est-ce que je fais? 500 millilitres de l'inspiration courante et 3000 millilitres de la réserve inspiratoire. J'obtiens 3500 millilitres, ce qui est logique. Qu'est-ce que j'ai? J'ai d'autres capacités qui vont mettre en jeu donc le volume libre derrière le poumon. La capacité résiduelle fonctionnelle, la CRF, elle, c'est la quantité d'air libre derrière le poumon après que j'ai respiré normalement. J'ai respiré normalement, donc où j'ai derrière le poumon. Il prend la réserve expiratoire تاعي 1200 millilitres, ou il prend le volume résiduel qui jamais ما يخرج le poumon, c'est 1200 millilitres. J'obtiens donc 2400 millilitres. Et en dernier, j'ai la capacité pulmonaire totale. Ce mot, il explique facilement ce que c'est le volume d'air que le poumon il peut contenir. Yani le maximum de l'air le poumon يقدر يرفد. Il est de 6000 millilitres et c'est du coup التجمع تاع كاع les volumes تاعي. Et on peut résumer en disant que c'est juste le volume résiduel plus la capacité vitale تاعي. Donc, les volumes et les capacités, le but pourquoi est-ce qu'on les connaît, c'est de les explorer hein, au cours d'exploration fonctionnelle pour détecter si oui ou non on a du coup des anomalies au niveau de notre mécanique ventilatoire, au niveau de notre système ventilatoire.
Quel est l'appareil qu'on va utiliser pour mesurer les volumes ou les capacités pulmonaires? L'un des appareils les plus connus, c'est ce qu'on appelle le spiromètre. Ce spiromètre, d'ailleurs, il est constitué, comme tu peux voir, d'un embout, buccal, pardon, dans lequel tu vas respirer, dans lequel tu vas expirer et inspirer. Il va être relié, cet embout, à une cloche. Cette cloche, elle est la souris تاعي راهي حتكون معمرة بالهواء. Quand tu vas expirer الهواء يتعمر et quand tu vas inspirer الهواء يروح لي من la cloche ويروح لك les poumons تاعك. Cette cloche هادية, elle est en relation avec, elle va baigner داخل الماء. Ce que tu vois en bleu ici, c'est de l'eau. Donc, quand tu vas expirer الهواء حيطلع لي في la cloche حتطلع, et quand tu vas inspirer, la cloche حتهبط داخل الماء. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est que on puisse tracer ce qu'on appelle un spirogramme. Alors, le tracé de spirogramme, comment est-ce que ça se fait? La cloche hadia, le fait est qu'elle monte et qu'elle descend à la gel, la respiration théâque, elle va être liée par un crayon ou là un stylo. En tout cas, par le biais du coup d'un fil inextensible et d'une poulie. Je vais lier ça à un crayon qui va venir dessiner justement, qui va venir dessiner et يوريلك la capacité ou du moins le volume d'air qui va rentrer et sortir au cours de l'inspiration et de l'expiration. C'est notre fameux spirogramme. Donc je vais enregistrer ce que tu as inspiré, ce que tu as expiré. Ce spirogramme, il est intéressant. D'ailleurs, il y a un TD de spirométrie, le programme تاعنا. Il peut du coup venir mesurer les capacités et les volumes respiratoires, à part les volumes ou les capacités qui sont en relation avec le volume libre d'air les poumons, hein, c'est-à-dire tout ce qui concerne le volume résiduel, ما نقدرش نقيسه. إذا ما نقدرش نقيسه، ما نقدرش نقيس la capacité pulmonaire totale et non plus تنيت la capacité résiduelle fonctionnelle. هادوما, ce sont des grandeurs, ce sont des capacités, ils prennent en considération le volume libre d'air le poumon. On dit que ce sont des volumes capacités non mobilisables pour le spiromètre. Parce que bah, du coup, le spiromètre, il peut pas, il reste le volume les poumons. Ah oui, il reste les graisses qui sortent et ce qui rentre par le biais de ta ventilation. On a autre chose qu'on peut faire avec le spiromètre. On peut en créer une variante de la capacité vitale. Cette variante HADIA, en gros, on va demander au patient de souffler, d'expirer au maximum et le plus vite possible. Donc, je suis à la vitesse, le plus vite possible. C'est ce qu'on va appeler en fait, en une seule seconde, c'est ce qu'on va appeler le volume expiratoire maximal seconde. Le VEMS d'ailleurs, il est important parce que grâce à lui, on va pouvoir un pourcentage de quel est le pourcentage d'air, la quantité d'air qui est sortie, la capacité vitale TAO, en une seule seconde. Ce sera le coefficient de Tifno, hein, c'est le rapport VEMS sur la capacité vitale. Et pour une personne normale, elle est de 75 à 80% de la capacité vitale TAO. Ça, c'est un exemple d'une épreuve respiratoire fonctionnelle pour pouvoir détecter si oui ou non il y a des anomalies avec la ventilation de le patient TAO. On termine notre cours avec la définition de deux, trois notions importantes à connaître. C'est très simple, donc on a ce qu'on appelle, comme au niveau du cœur, avec un débit cardiaque, c'est-à-dire la quantité de sang qui va sortir du cœur en une minute, ou là on a en une seule unité de temps. Là aussi, tu as un débit, et ce débit, on va l'appeler la ventilation pulmonaire ou bien la ventilation minute. Cette ventilation pulmonaire, ventilation respiratoire, ventilation minute, c'est le volume d'air qui va sortir ou rentrer, donc qui va être inspiré ou expiré, donc le volume courant, fois la fréquence TAE par minute, fois la fréquence de cycle respiratoire par minute. La fréquence respiratoire, elle va être de 12 à 16 cycles par minute, et le volume courant, qui est mesuré ici en millilitres, il va, qui m'a faire 500 millilitres, c'est-à-dire 0,5 litres. Ça, ce qu'on vient de définir de cas, c'est le volume d'air qui va sortir ou rentrer au niveau de ton appareil respiratoire. Mais cet air-là qui va venir rentrer, par exemple, il ne va pas arriver gakimaraho au niveau des alvéoles. Il y aura un volume d'air, une quantité d'air qui va être coincé les voies aériennes de conduction. Mais il y a les alvéoles, les échanges gazeux. Donc,
on a inventé, donc on a défini, pardon, je suis inventé, on a défini la notion d'espace mort anatomique. L'espace mort anatomique, c'est la quantité d'air qui va être inspirée, qui est pris en considération par la ventilation pulmonaire, par la ventilation, par le volume courant, mais qui ne va pas arriver aux alvéoles et qui ne va pas donc participer aux échanges gazeux. C'est ça l'espace mort anatomique et elle est d'environ 150 millilitres chez l'adulte normal. On a un autre espace mort. Imaginons que le volume d'air les alvéoles. Mais pour que يصراو les échanges gazeux, ces alvéoles-là doivent être perfusés le sang. Le sang يجوز au niveau des capillaires. Ça peut arriver que certaines alvéoles, يلحق لهم الهواء, mais ما يلحق لهمش le sang. Elles ne sont pas perfusées correctement par le sang, ce qui me donne du coup l'espace mort alvéolaire. Cette quantité de hawa qui n'a pas pu avoir une interaction avec le sang, c'est l'espace mort alvéolaire. Cet espace mort alvéolaire, si on la somme, on l'additionne, à l'espace mort anatomique, on obtient l'espace mort physiologique ou l'espace mort total. L'espace mort physiologique total, c'est la quantité d'air qui ne va pas participer aux échanges gazeux, soit parce que les alvéoles, c'est l'espace mort anatomique, soit parce que le sang malhaqsh liha, c'est l'espace mort alvéolaire. Et du coup, on peut définir une nouvelle ventilation. La ventilation pulmonaire, c'était le volume d'air ou le poumon, les voies aériennes, mais la ventilation alvéolaire, c'est le volume d'air il va justement les alvéoles et il les échanges gazeux. Donc cette ventilation alvéolaire, c'est qui mal le volume courant, le volume de l'espacement physiologique, et on va le multiplier par la fréquence respiratoire. Ici, on a des schémas qui nous montrent en fait que l'air, il va venir rentrer et sortir par le biais de l'inspiration et de l'expiration, mais on aura une quantité d'air qui va venir au niveau des voies de conduction, les alvéoles, c'est l'espace mort anatomique. Et dans le cas où est-ce que l'air il l'alvéole, mais que l'alvéole n'est pas perfusé correctement par le sang, les capillaires pulmonaires sanguins ne sont pas fonctionnels comme ils devraient l'être, on parle ici d'espace mort alvéolaire. Le volume d'air ne sert à rien, les échanges gazeux. Par conséquent, le matériel 2 va me donner l'espace mort physiologique. Note importante à garder en tête, c'est que l'espace mort alvéolaire, chez un sujet normal, il est négligeable, hein. Il est négligeable, donc automatiquement, quand on parle d'espace mort total ou d'espace mort physiologique, donc d'horaire l'espace mort anatomique. C'était tout du coup pour le cours, c'est tout du coup pour la vidéo. On se retrouve une prochaine fois, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, wa salamu alaikum wa rahmatullah.